Il est 3h47 du matin. La porte d'entrée explose. Les cadres tombent des murs. Des lampes se renversent dans le fracas. Des boîtes qui s'abattent sur le parquet. Police! Tout le monde à terre. Personne ne bouge. Dans la chambre, sous les draps encore chauds, un garçon ouvre les yeux. 18 ans. Un visage d'enfant. Des yeux qui ne cillent pas. Il regarde les hommes en noir qui braquent leurs armes sur lui. Et il sourit. Vous avez de la chance que j'ai pas d'armes sur moi. Sinon, je serais mort les armes à la main. Ce garçon s'appelle Matteo. Il vient d'une ville qu'on appelle Gardanne, à 20 km de Marseille. Et dans les heures qui viennent, il va avouer froidement, calmement, presque avec fierté, avoir tué plusieurs personnes. Pas une, pas deux, plusieurs. Mais voilà ce que personne ne sait encore ce matin-là, que les policiers eux-mêmes ne mesurent pas encore complètement. Ce n'est pas un homme qui vient de se faire arrêter, c'est un symptôme. Pour comprendre Matteo, il faut comprendre Gardanne. Gardanne, 20 000 habitants. Une ville de l'arrière-pays marseillais qui ressemble à 100 autres villes de la métropole du sud. Des HLM qui regardent les collines, des épiceries qui ferment tôt, des parkings où les mômes traînent jusqu'à pas d'heure. Ce n'est ni le ghetto de carte postale qu'on imagine quand on pense à Marseille, ni la banlieue tranquille des publicités gouvernementales. C'est un entre-deux, un endroit où il peut se passer des choses si on est de la mauvaise génération, au mauvais moment. Matteo grandit dans cet entre-deux. On ne sait pas grand-chose de son enfance, et c'est ça qui est troublant. Pas de traumatisme spectaculaire qu'on puisse pointer du doigt. Pas d'histoire qu'on raconterait pour expliquer, pour excuser ou pour comprendre. Juste un quartier, juste des copains, juste des tours. Ce qu'on sait, c'est qu'il est intelligent. Les gens qui l'ont connu avant parlent d'un gamin vif, rapide, qui assimile tout. Un garçon qui observe, qui écoute, qui calcule. Ce sont souvent les plus dangereux. À 16 ans, Matteo est déjà dans les petits trafics. Rien d'exceptionnel pour le milieu. Il tourne autour des points de deal, rend des services, apprend la géographie invisible du crime. Quelle rue appartient à qui? Quel visage à éviter? Quel nom à ne pas prononcer trop fort? L'école, c'est fini depuis longtemps. Sa vraie école se passe ailleurs. En 2021, Matteo a 17 ans et quelque chose change. Il est embarqué avec des copains dans une histoire qui dégénère. Des trafiquants rivaux, un enlèvement. Ce sont les policiers qui finissent par intervenir. Et ils coffrent tout le monde, y compris Matteo. Pour un autre gamin, c'est le genre d'événement qui marque, qui fait réfléchir, qui fait peur. Matteo, lui, pendant la course-poursuite qui précède l'arrestation, alors que la voiture roule en trombe et que ses copains paniquent autour de lui, se tourne vers son ami les dents serrées et lui dit « C'est pas des flics, ils vont nous buter, c'est sûr ». La voiture finit dans le décor. Personne n'est sérieusement blessé et Matteo se retrouve en prison. Pour beaucoup, la prison est une punition, un arrêt. Pour Matteo, la prison va devenir une université. C'est là qu'il fête ses 18 ans, le 6 juin 2022. Et c'est là qu'il fait la rencontre, qui va tout changer. Un homme plus âgé, respecté dans les couloirs de la détention, comme on est respecté quand on construit quelque chose. Pas un rêve, pas une carrière, un empire de poudre blanche et de sang. Cet homme voit à Matteo ce que d'autres n'ont pas encore vu. Il le prend sous son aile, lui enseigne les règles du jeu, les vraies règles. Matteo sort de prison en 2022. Il a 18 ans, il sait exactement ce qu'il veut, et il est prêt à tuer pour l'obtenir. Le jour même de sa libération, Matteo retourne à Gardanne. Ce soir-là, un jeune homme tient un point de deal dans son quartier. Matteo s'approche, et il le massacre à coups de poing, froidement, méthodiquement, sans un mot de trop. Il prend le point de deal, et il le tient désormais. C'est son premier message. Mais Matteo comprend quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas compris, ou pas voulu voir. Tenir un point de deal, ça ne suffit plus. Dans le Marseille de 2023, il y a une nouvelle économie qui s'est installée. Une économie de la violence pure. Des cartels qui font appel à des exécuteurs indépendants, des sicarios, des tueurs à gages. Et le plus grand de ces cartels s'appelle la DZ Mafia. La DZ Mafia, 2 lettres, 2 mots, un empire. DZ, le code international de l'Algérie. L'organisation est apparue à Marseille en 2020, quand les rues étaient vides et les trafiquants pouvaient redessiner leur territoire sans témoin. Elle ne ressemble pas à ce qu'on imagine quand on dit mafia. Pas de hiérarchie rigide, pas de code d'honneur gravé dans le marbre. Un réseau, fluide, opportuniste. Une hydre, diront les policiers. Coupez une tête, 2 autres repoussent. La DZ Mafia recrute par Snapchat, TikTok, sur les réseaux sociaux où se trouvent les gamins de banlieue. Elle propose des contrats et elle paye. Et Matteo veut travailler pour elle. Matteo fait vraiment trop jeune. Son visage, ses traits,
son allure de lycéen, tout ça le désert. Aucun chef de cartel ne va confier une mission d'exécution à quelqu'un qui ressemble à un collégien. Alors Matteo fait quelque chose d'audacieux, quelque chose de stupide. Il commence à parler, à raconter ses histoires, à se vanter au pied des tours de son quartier, devant les gamins qui l'écoutent bouche bée. Il sort des liasses de billets, il pose avec des armes, il détaille à voix haute ce qu'il prétend savoir faire. Et puis un jour, début 2023, il passe aux actes numériques, il se filme, il poste sur TikTok, il se vante d'enchaîner les contrats. Ses vidéos arrivent aux bonnes oreilles, celles qui comptent, et la DZ Mafia l'appelle. Voici comment ça fonctionne. Un premier Snapchat arrive sur son téléphone, une adresse, Matteo Siran. Une voiture volée l'attend. À l'intérieur, il y a une arme. Un deuxième snap arrive. Un nom, un visage, un endroit. C'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Le 17 mars 2023, Matteo a 18 ans et demi. À la Morlette, un quartier de Marseille, une caméra de surveillance filme tout. On y voit un garçon qui avance sur le trottoir d'un pas égal, tranquille, comme quelqu'un qui rentre chez lui, après une journée banale. Il repère sa cible, un jeune homme de 20 ans. Il s'approche et il le vide froidement, à bout portant le chargeur d'une Kalachnikov sur lui. Puis il remonte dans une voiture et il disparaît. La victime n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. 12 jours plus tard, le 29 mars 2023, à la cité de la Paternelle, ce quartier de petits immeubles roses qui ressemble à n'importe quel quartier populaire du sud, des CRS en patrouille découvrent un corps dans un terrain vague. Un jeune homme de 20 ans, 3 balles d'armes à feu. Il travaillait sur l'un des 4 points de deal du secteur. Il avait 20 ans. La DZ Mafia est en guerre contre le clan adverse dit des Yoda. Et dans cette guerre, Matteo est devenu l'une des armes préférées de l'organisation. Mais Matteo fait une erreur. Une seule. Elle va tout faire tomber. La nuit du 2 au 3 avril 2023, le quartier de la Joliette à Marseille. Une voiture surgit d'une rue perpendiculaire. Des coups de feu. 2 hommes s'effondrent devant un kebab. Le tireur repart. La rue se vide en quelques secondes. Ce que Matteo ne sait pas, c'est que la police judiciaire marseillaise surveillait ce véhicule depuis plusieurs semaines. Une Peugeot 308 volée que les enquêteurs avaient identifiée comme susceptible d'être utilisée par la DZ Mafia. Une balise GPS avait été fixée sur la voiture. Chaque kilomètre parcouru cette nuit a été enregistré. Quelques heures après le double meurtre de la Joliette, la BRI et la PJ suivent le signal GPS. La balise les mène hors de Marseille, en direction de Gardanne, vers une maison qui appartenait à une jeune femme, mère de 2 enfants. À l'aube, les équipes se positionnent. 3h47 exactement, la porte explose. Dans la Peugeot 308 garée devant la maison, les enquêteurs saisissent un pistolet 9 mm. Les munitions correspondent exactement à celles utilisées lors de la fusillade de la nuit. Mais ils n'auront même pas besoin de cette preuve. En salle de garde à vue, avant même qu'on lui pose la première question formelle, Matteo regarde les enquêteurs en face et il avoue, calmement, clairement, presque avec plaisir. Il confirme le double assassinat de la Joliette. Et puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, comme si l'identité qu'il s'était construite exigeait qu'on le reconnaisse jusqu'au bout, il ajoute quelque chose. 6 autres règlements de compte, 6 autres victimes. Il revendique tout. Son avocat arrive. Les aveux ne seront jamais répétés sur le procès verbal. Mais les policiers ont entendu ce qu'ils ont entendu. Et ils savent maintenant ce qu'ils ont arrêté. Voici ce que je veux que tu comprennes. Parce que c'est là que cette histoire cesse d'être simplement une affaire criminelle et devient quelque chose d'autre. Quelque chose qui dit une vérité plus large sur ce que Marseille est devenu. Matteo est suspecté de figurer dans 7 dossiers d'homicide volontaire. Cette affaire. Un garçon qui, au moment de son arrestation, n'a même pas encore fêté ses 19 ans.